Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'ancrage local des très petites entreprises, TPE. 1. De l'ombre à la lumière. L'évolution de 4 entreprises du secteur informel au Burkina Faso. Florent Kiani-Ibien. Introduction. L'évolution des entreprises est une préoccupation très ancienne dans la littérature de gestion. De nombreux modèles ont été développés et ont apporté une contribution importante sur ce thème. Certains de ces modèles ont traité du développement, de l'évolution ou encore des chemins de croissance des entreprises. D'autres s'intéressent aux entreprises en général. D'autres, enfin, sont plus spécifiques à des catégories données, jeunes entreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de haute technologie, etc. D'une manière générale, ces modèles présentent l'évolution des entreprises comme un processus discontinu comprenant des périodes de stabilité ponctuées par des crises. Malgré les apports indéniables, ces travaux ont fait l'objet de nombreuses critiques. La plupart d'entre elles portent sur leur visée normative et le caractère séquentiel de l'enchaînement des étapes. Mais les modèles de développement proposés présentent d'autres problèmes, en particulier la grande variété et le manque de précision des critères de modélisation, durant 1986. Il n'existe donc pas de critères objectifs facilement observables ou mesurables, permettant de déterminer à quel stade de développement une entreprise se situe. À notre connaissance, ces modèles d'évolution ne se sont pas intéressés au développement des entreprises du secteur informel. Or, dans la plupart des pays en développement, le tissu économique est constitué majoritairement d'entreprises relevant de ce secteur, qui a fait l'objet de nombreux travaux et suscité beaucoup de débats depuis l'article pionnier de Carhart, 1973. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de consensus sur la définition de ce secteur aux appellations multiples. Aux fins opérationnelles de collecte statistique, la Conférence internationale des statisticiens du travail, CIST, propose la définition suivante. Le secteur informel peut être décrit d'une façon générale comme un ensemble d'unités produisant des biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d'organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteur de production. Les relations d'emploi, lorsqu'elles existent, sont surtout fondées sur l'emploi occasionnel, les liens de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme. BIT 1987. À côté de cette définition, certains traits caractéristiques sont souvent retenus pour appréhender ce secteur. Le faible niveau des revenus, le faible niveau de formation des actifs, le bas niveau des prix des produits, la faible taille des unités de production, la facilité d'entrée et le non-respect de la législation. Mais comme le note Betty Jani, bien qu'intéressantes, ces définitions ne sont pas très opérationnelles. Elles définissent le secteur informel soit par rapport au secteur formel, soit en tentant d'identifier des caractéristiques qu'une même entreprise peut difficilement réunir. La classification proposée par Han Yang, qui opère une distinction entre secteur informel traditionnel et secteur informel moderne, à partir des variables technologiques et organisationnelles, nous paraît beaucoup plus pertinent. Le secteur informel traditionnel utilise des techniques de production d'origine locale et traditionnelle, et son organisation a tendance à être en continuité avec les relations qui prévalent au sein des cultures locales. Dans le secteur informel moderne, les techniques de production utilisées sont modernes sans que les formes d'organisation ne le soient totalement. Appartiennent à la première catégorie les activités telles que la cordonnerie, la teinturerie, la bijouterie et d'autres formes d'artisanat d'art. Le secteur informel moderne, quant à lui, recouvre les activités soumises à la concurrence telles que la menuiserie, la métallurgie, la tapisserie, etc. Notre propos s'intéressera particulièrement aux entreprises du secteur informel moderne, susceptibles d'évoluer vers le secteur structuré moderne. L'objectif visé est de mieux comprendre l'évolution de ce type d'entreprise, en proposant un modèle à ce propos. Comment évoluent les entreprises du secteur informel? Quelles sont leurs trajectoires? Comment passent-elles du secteur informel au secteur formel? Quelles sont les principales difficultés rencontrées?
Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Un premier paragraphe exposera la méthodologie suivie, à savoir une analyse qualitative de 4 cas. Dans un second temps, nous présenterons les résultats de cette analyse. Enfin, le troisième paragraphe sera consacré à présenter le modèle d'évolution. Méthodologie de la recherche. Notre recherche visant à mieux comprendre le cheminement des entreprises du secteur informel, nous nous sommes orientés vers une méthode qualitative inductive basée sur des études de cas. L'intérêt d'une telle méthode n'est plus à démontrer lorsqu'il s'agit d'études exploratoires à visée descriptive et compréhensive. Lady Rispal 2000, Thietart et al., 1999. Il est justifié par la découverte d'informations nouvelles et difficilement identifiables à l'aide d'un questionnaire plus directif. Par ailleurs, la difficulté d'obtenir des informations concernant les entreprises du secteur informel implique au préalable qu'une relation de confiance soit instaurée entre l'enquêteur et l'enquêté. Comme l'indiquent B. Miles et A. Huberman, 1991 page 45, une recherche plutôt inductive et peu structurée à l'avance est justifiée quand les chercheurs disposent de beaucoup de temps et qu'ils explorent des cultures exotiques, des phénomènes mal connus ou des réalités sociales très complexes. L'étude de cas nous permet en outre d'intégrer la dimension chronologique, de repérer comment les configurations se forment et se déforment au cours du temps dans le contexte, OHE 1996. Elle doit permettre de suivre ou de reconstruire des événements dans le temps. Afin de satisfaire également aux critères de validité externe, nous avons opté pour une analyse de 4 cas. La comparaison intercas permet en effet de dégager des régularités qui fournissent une meilleure assise à nos conclusions. Yin, 1994. L'échantillon d'entreprises retenu pour cette recherche ne prétend pas être représentatif au sens statistique du terme. Nous voulions examiner et documenter une problématique jusqu'à présent peu explorée, en privilégiant le point de vue des dirigeants d'entreprise. Cette approche ne nécessite pas que nous multiplions l'échantillon des répondants, puisque la longueur et la richesse des interviews justifient de travailler avec un échantillon limité. Comme le fait remarquer J.P. Delomier, 1991 page 58, en recherche qualitative, le but de l'échantillonnage est de produire le maximum d'informations. Qu'il soit petit ou grand importe peu pourvu qu'il produise de nouveaux faits. Nous avons conduit nos entretiens auprès de 4 fondateurs d'entreprises. Les raisons retenues pour le choix de ces fondateurs sont surtout d'ordre pratique. Premièrement, les entreprises choisies ont toutes été créées sous forme informelle. Deuxièmement, elles répondent à la définition que nous avons retenue du secteur informel moderne. Enfin, les fondateurs ont tous accepté de participer à notre recherche selon le critère de volontariat. Compte tenu de l'inexistence d'un fichier des entreprises du secteur informel, nous avons, sur la base de notre connaissance du secteur, identifié 4 entreprises basées à Ouagadougou, 2 entreprises dans le secteur de la distribution, une entreprise de bâtiments et travaux publics, BTP, et une entreprise de menuiserie métallique. 2 de ces entreprises sont toujours dans l'informel après au moins 15 ans d'existence. Les 2 autres ont évolué vers le secteur formel. Les données ont été collectées à partir d'entretiens semi-directifs, parce qu'ils ont l'avantage de laisser émerger des aspects pertinents pour la recherche ainsi que des nouveaux thèmes dont on ne soupçonne pas toujours l'existence ou l'intérêt. En effet, ils permettent de recueillir auprès des répondants la description des événements marquants, les expériences, les perceptions, les conditions et les contextes ayant entouré ou composé l'évolution de leur entreprise. Nous avons rencontré chacun des répondants une seule fois. L'entretien s'est déroulé sur le lieu de travail. Il était prévu pour une durée d'1 heure. Dans la pratique, la longueur a varié entre 45 et 90 minutes. Essentiellement rétrospectifs, ces entretiens soulèvent 2 biais importants, l'oubli et la rationalisation a posteriori. L'oubli peut être intentionnel ou non intentionnel. Il peut conduire à une distorsion des faits, d'autant plus que les traces écrites n'existent pas toujours. Quant à la rationalisation a posteriori, elle peut conduire à la surestimation ou à la sous-estimation de certains faits. Pour limiter ces biais, nous avons focalisé les entretiens sur des phénomènes relativement marquants. Nous avons d'abord demandé aux créateurs de décrire l'histoire de leur entreprise.
Puis des questions plus précises ont été posées pour leur permettre de faire ressortir dans leur discours les éléments clés de cette évolution, ce qu'ils considéraient comme des tournants, et les difficultés qui ont émaillé ce parcours. Partant du matériel issu des entretiens, nous avons codé les données selon les thèmes et les sous-thèmes abordés, tout en gardant à l'esprit que dans la recherche qualitative, le codage est un travail simultané de création, d'interprétation et d'induction. Tableau 1, caractéristiques de l'échantillon. Présentation des cas. L'évolution de l'entreprise Bravo. L'entreprise Bravo a vu le jour en 1990. Son activité principale consiste en l'achat et la revente de bijoux et de pagnes. Sans formation particulière, Madame Bravo, qui était au chômage, voulait faire quelque chose pour s'occuper et aider son mari. Le secteur du commerce était celui dans lequel elle pouvait s'engager plus facilement. Un capital de départ de 100 000 FCFA a été constitué avec l'aide de parents et amis. Plusieurs raisons expliquent le choix des bijoux. D'abord, Madame Bravo résidait dans une ville frontalière au Togo et pouvait se rendre à Lomé pour ses approvisionnements. Ensuite, les bijoux sont des produits faciles à dissimuler pour éviter les contrôles douaniers qui entraînent des paiements de droits venant grever le prix de vente de ces articles. Cette première activité lui a permis d'économiser 300 000 FCFA en un an. En 1991, elle élargit sa gamme de produits en ajoutant la vente de pagnes qui lui permettait d'utiliser le même circuit d'approvisionnement. L'activité de l'entreprise sera interrompue en 1992, suite à l'affectation de son mari dans la capitale située à 150 km de la frontière. En 1993, le désir de faire quelque chose était tellement fort qu'elle décida de reprendre le commerce de pagnes. Entre-temps, elle a pu se tisser un réseau relationnel important. Ne pouvant plus se rendre à Lomé, elle changea de source d'approvisionnement. Elle se procurait les pagnes sur place auprès de commerçants, grâce à un crédit fournisseur de 2 mois. Avec ces conditions favorables, elle pouvait vendre les pagnes à crédit. Comme le crédit accordé aux clients dépassait rarement 1 mois, elle arrivait à rembourser sans difficulté ses fournisseurs, tout en dégageant des marges intéressantes. La clientèle est essentiellement constituée de voisins, parents et amis. La communication se fait surtout de bouche à oreille. En 2 ans d'activité, elle arriva à dégager un bénéfice annuel de 500 000 FCFA. Avec l'élargissement de son portefeuille client, elle commença à être confrontée à des incidents de paiement qui provoquaient des problèmes de trésorerie et altéraient la confiance qu'elle avait créée avec ses fournisseurs. Ensuite, son petit appartement est devenu trop exigu pour contenir ses stocks de pagnes. Il fallait trouver une solution pour arrêter les ventes à crédit. Cette solution, elle crut la trouver en ouvrant une boutique en 1997. L'ouverture de la boutique lui conféra un certain nombre d'avantages. D'abord, son activité était visible. Ensuite, les prix étant affichés, le paiement se faisait comptant ou à défaut à tempérament. Mais à côté de ces avantages, les inconvénients étaient également nombreux. D'abord, il lui fallut faire face à des charges qu'elle ne supportait pas avant. Il fallait payer un loyer de 35 000 FCFA et prendre en charge le salaire de la vendeuse, 15 000 FCFA, quel que soit le niveau de l'activité. L'autre problème majeur est que lorsqu'on est visible pour les clients, on l'est également pour le service des impôts. Dès que vous avez un local, vous êtes vite identifié par le service des impôts et les visites inopinées deviennent fréquentes. Moi, j'avais en plus la malchance d'être situé en face de leur service et il suffisait de traverser la route pour me rendre visite. Et comme Madame Bravo ne tenait pas de comptabilité, les taxes à payer se calculaient à partir d'une estimation de son chiffre d'affaires moyen. Un tel calcul correspondait rarement à la réalité et frisait parfois l'arbitraire. Au bout de 4 ans, suite à une augmentation de loyer de 35 000 FCFA à 50 000 FCFA, l'activité s'arrêta. Je ne pouvais pas assurer un loyer de 50 000 farad par mois et payer un salaire de 15 000 farad à la vendeuse. C'est trop car c'est plus que mon bénéfice annuel. Mais l'arrêt de l'activité était dû également à l'intensification de la concurrence. Depuis un certain temps,
Les Chinois ont inondé le marché avec des pagnes et des vêtements de moins bonne qualité et nettement moins chers que ce que je vendais. Ce qui a contribué à détourner une bonne partie de ma clientèle. En 2002, Madame Bravo, qui voulait coûte que coûte faire quelque chose, reprit son activité de vente de pagnes en changeant de source d'approvisionnement et de produits. Elle se réorienta vers les pagnes Bazin, qui sont des produits de luxe et faiblement soumis à la concurrence des produits importés. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. J'ai mes fournisseurs au Sénégal et au Mali qui me livrent directement, par l'intermédiaire de simples voyageurs. Je vends les pagnes à 50 000 FCFA, avec un délai de paiement de 3 mois. En ce moment je gagne bien ma vie même si, ne disposant pas de boutique, je suis obligé d'encombrer ma maison et de faire beaucoup de porte-à-porte. Avec cette nouvelle activité, elle arrive à réaliser un chiffre d'affaires de 6,000 FCFA par an. L'évolution de Multitravaux. Multitravaux est une petite entreprise créée en 1981 par M. Sawadogo. Muni d'un cap d'état en menuiserie, M. Sawadogo a d'abord travaillé comme charpentier dans une grande entreprise de BTP, Technibois. En 1978, il s'exila au Gabon avec le premier contingent de voltaïque pour la construction du Transgabonais. En tant que charpentier, il participa à la construction de ponts en béton et de ponts métalliques. Dès son retour au pays en 1981, il est embauché comme charpentier par une autre grande entreprise de la place, l'entreprise au Quai. La même année, suite à une compression, il décida de créer son atelier de menuiserie et ébénisterie qui portera le nom de Multitravaux. Mais le choix de se mettre à son compte n'était pas définitif. En 1982, il est admis à la mine d'or de Poura comme conducteur d'engin à la suite d'un concours. Une progression rapide lui permet de devenir chef d'équipe. Malheureusement, suite à un licenciement en 1984 pour fait de grève, il se retrouva au chômage. De 1985 à 1988, il est recruté comme instructeur menuisier dans un centre de formation professionnelle. À la fin de l'année 1988, il est rappelé à la mine d'or de Poura suite à une décision judiciaire puis sera licencié de nouveau une année plus tard. Après 2 années d'inactivité, il est recruté dans l'entreprise d'un ami comme chef de chantier pour construire des retenues d'eau. Puis, il quitta cette société pour une autre, Burkina Entretien Routier, pour une période de 2 ans. En 1997, de nouveau au chômage, il renoua avec son ancien projet et redémarre l'entreprise individuelle Multitravaux. Les activités de l'entreprise couvrent essentiellement la menuiserie et les bâtiments et travaux publics. Les premiers marchés sont des marchés de proximité constitués de réseaux d'amis et essentiellement d'associations et d'ONG dans lesquelles il a milité. Cette activité nécessite de gros investissements. S'il arrive à acheter le petit matériel pelle, pioche, brouette, etc., il préfère louer le gros matériel bétonnière, vibreur, faute d'argent. Pour le moment, il ne dispose pas de personnel permanent et utilise temporairement la main-d'œuvre dont il a besoin en fonction des marchés obtenus. Les différents chantiers lui permettent de vivre, et son chiffre d'affaires varie entre 10 000 FCFA et 50 000 FCFA par an. En fin 2005, il prend conscience que la poursuite de son activité nécessite un minimum d'équipement. C'est alors qu'il décide d'enregistrer son entreprise au registre du commerce et d'ouvrir un compte à la caisse d'épargne. Dans le domaine du bâtiment et travaux publics, les marchés les plus intéressants proviennent de l'État. Or, pour accéder à ces marchés, il faut être constitué légalement. La difficulté existe toujours parce que l'on demande une caution bancaire et souvent les attributions se font sur des bases politiques. Après la déclaration d'existence, M. Sawadogo espère trouver un local, gage de sérieux. Il envisage également de mettre en place un début d'organisation en recrutant un comptable, une secrétaire, des maçons, des menuisiers et des ferrailleurs. Il n'exclut pas la possibilité de retourner dans l'informel, si les affaires ne marchent pas. L'évolution de GEXI. C'est en 1982 que Madame Sommet est arrivée au Burkina Faso, où elle a occupé d'abord un poste de secrétaire dans le privé. Son salaire ne lui permettant pas de joindre les deux bouts,
elle se lança dans les affaires, à la fois pour arrondir ses fins de mois et aider son mari. Elle opta alors de vendre des pagnes et des chaussures. Pour cela, elle effectuait de fréquents voyages à Lomé au Togo, son pays d'origine, pour s'approvisionner car les marchandises commercialisées y étaient nettement moins chères. Après son mariage en 1983, et pour lui se permettre d'avoir des enfants, elle arrêta cette première activité. Elle continua à exercer sa profession de secrétaire de 1985 à 1989, puis démissionna pour reprendre son commerce et s'y consacrer à plein temps. Elle choisit comme activité principale la vente de vélos, et ajouta progressivement des mobylettes et des jouets pour enfants. Elle s'approvisionnait à crédit, et arrivait à vendre pour rembourser ses fournisseurs. Quelquefois, c'est lorsque la commande était passée qu'elle allait chercher la marchandise chez le fournisseur. Confrontée à des problèmes de stockage, elle négocia avec une amie qui vendait du prêt-à-porter pour partager son magasin et entreposer ses vélos, mobylettes et jouets divers. Des problèmes de cohabitation l'amenèrent à quitter le magasin de son amie. Progressivement, la commercialisation de fournitures de bureau vint se greffer aux objets traditionnels, lui permettant de renouer indirectement avec son métier de secrétaire. En 1992, elle décida de se mettre en entreprise individuelle et s'enregistra au registre de commerce sous le nom GEXI, Général Export-Import. Pour conquérir les marchés surtout au niveau des fournitures de bureau, elle envoyait systématiquement des offres à de nombreuses sociétés et organismes de la place. Le scénario était simple. Elle établissait une liste de fournitures, contactait une librairie de la place et demandait une remise de 10%. Elle envoyait la même liste aux clients, et dès qu'une commande était lancée, elle allait s'approvisionner pour livrer immédiatement. L'activité fourniture de bureau permettait à GEXI de réaliser bon an mal an un chiffre d'affaires de quelques dizaines de millions de francs. En 1996, la commercialisation de consommables informatiques vint s'ajouter aux fournitures de bureau. Le chiffre d'affaires dépassait les 50 millions FCFA. C'est alors qu'elle décida de passer au régime d'imposition au réel. En fait, elle y était obligée par la législation et elle voulait soumissionner aux appels d'offres de l'État, le plus gros client dans la plupart des activités au Burkina Faso. En 1998, elle compléta la gamme de ses produits par la vente d'appareils informatiques. Un an plus tard, elle transforma son entreprise individuelle en SARL au capital de 2 millions FCFA, sur conseil de son cabinet comptable. Quelques années plus tard, GEXI se diversifie dans l'électricité, la plomberie et le froid. Madame Sommet a eu l'opportunité d'utiliser les compétences de son petit frère technicien supérieur en électricité, plomberie froid qui était surexploité et mal payé dans d'autres sociétés. Elle lui demanda alors de démissionner pour s'occuper de la branche GEXI électricité, lui qui était fort d'un portefeuille de clients déjà bien garni, BCEAO, ambassades, ONG, etc. Il y a 2 ans, GEXI a ajouté une autre activité, GEXI Vidange. Sentant qu'il y avait une forte demande face à une offre insuffisante, elle a acheté un camion pour vider les fosses septiques. Comme elle le confesse elle-même, cette activité eut du mal à décoller, surtout qu'après elle, il y eut de nombreuses acquisitions de camions du même genre pour la même activité. Aujourd'hui, GEXI emploie 8 personnes et son chiffre d'affaires atteint 200 000 FCF en moyenne. Les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée sont de 3 ordres. Sur le plan fiscal, il faut tenir une comptabilité, déclarer les salariés, payer régulièrement les impôts et les taxes. Ensuite, la nature de l'activité entraîne une diversification des sources d'approvisionnement, France, États-Unis, Taïwan. Certains fournisseurs n'honorent pas les commandes, et les délais de livraison sont quelquefois excessivement longs. Enfin, les relations avec les clients sont quelquefois difficiles. Le plus gros client est l'État, mais il ne règle pas toujours à temps les factures, ce qui pose d'énormes problèmes de trésorerie. L'évolution de SOSAM. C'est en 1966 que M. Sawadogo Malik a quitté son village pour la capitale. Il a d'abord travaillé pendant 7 ans avec son oncle commerçant, au grand marché de Ouagadougou. En 1973, il décida d'apprendre un métier. Il opta pour la soudure.
Son tuteur l'inscrivit dans un atelier de soudure. En 1983, il quitta l'atelier de soudure pour créer sa propre entreprise. Il s'installa alors dans une partie de la cour d'un ami, qu'il louait 8,000 FCFA par mois. Pour démarrer, il acheta un poste à souder, des cisailles, une scie et une chignole. Mais il faisait en même temps de la sous-traitance pour augmenter son chiffre d'affaires. Ses premiers clients sont essentiellement les entreprises libano-syriennes, Basso, Hage, etc. Grâce à la confiance établie, ces entreprises jouaient à la fois le rôle de fournisseurs et de clients. Elles fournissaient les matières premières pour la fabrication des meubles qui étaient ensuite déposés dans leurs magasins pour être écoulés. Lorsque les marchandises étaient vendues, les sommes correspondant aux dettes étaient directement prélevées. Le projet Oncocercos a joué également un rôle important durant cette période, car les responsables de ce projet commandaient beaucoup de lits métalliques pour leurs activités. En 1986, il créa les établissements Sawadogo Malik et Frères. L'entreprise réalisait alors un chiffre d'affaires moyen de 100 millions FCFA. Pour assurer la croissance de son entreprise, tous les bénéfices étaient réinvestis. Avec l'accroissement de l'activité, il fit en 1986 l'acquisition d'un terrain de 300 mètres carrés pour y construire un hangar et un bureau. En 1988, il acheta un autre terrain en zone commerciale, y construisit à partir de 1991 un bâtiment et acheta des machines plus performantes. Pour financer ses investissements, le crédit fournisseur était la source privilégiée. Les banques n'octroient que des financements de court terme pour nous permettre de résoudre des problèmes de trésorerie. Il précise encore, nous sommes passés à la forme sociétaire sur conseil de notre comptable. Cela présente de nombreux avantages. D'abord, c'est une forme qui facilite les contrôles des impôts. Ensuite, elle permet de bénéficier des marchés de l'État. Aujourd'hui, la SOSAM compte 7 permanents et des temporaires. Parmi les permanents, on compte des soudeurs, des chauffeurs, une secrétaire et un comptable. Les activités de la SOSAM s'étendent de la menuiserie à la peinture, en passant par la soudure, la tapisserie et le bâtiment. Ses principaux clients sont l'État et les projets. Mais les marchés sont saturés parce que la concurrence est devenue forte. Le chiffre d'affaires dépend essentiellement des commandes des deux clients, qui sont très variables d'une année à l'autre. Il varie entre 115 000 FCFA et 500 000 FCFA. En 2004 à 2005, l'entreprise s'est diversifiée en créant une école de formation. Compte tenu de la forte demande en stage, il fallait proposer des formations qui soient complémentaires à l'activité que nous menions. Proposition d'un modèle d'évolution de l'entreprise informelle. À partir de l'analyse de ces 4 entreprises, un modèle d'évolution a pu être proposé. Celui-ci se compose de 2 phases essentielles, le démarrage et le décollage. Il permet d'établir une démarcation entre ces 2 périodes de la vie des entreprises du secteur informel. Tableau 2, modèle d'évolution de l'entreprise informelle. Première phase, le démarrage. Dans notre modèle, la première phase est celle du démarrage de l'activité informelle. Mais cette phase ne correspond pas à la phase de démarrage proposée dans la littérature. En général, celle-ci succède à une phase de prédémarrage caractérisée par l'analyse de l'environnement et la création de l'installation. Or, dans la phase de prédémarrage, les facteurs environnementaux retiennent beaucoup l'attention des chercheurs. On parle souvent d'études de préfaisabilité, de faisabilité technique ou autre, de tests de produits ou services, Kazanjian 1988, de tests d'études de marché et finalement d'études de rentabilité. Puis vient une étape de planification du projet avec l'élaboration d'un plan d'affaires, Bruyat 1993, ou la planification des ressources humaines et financières. Pour la création d'une entreprise informelle, toutes ces études préalables ne sont jamais faites. La création d'une activité informelle suppose bien entendu la présence d'un entrepreneur potentiel. Celui-ci est présenté dans la littérature avec les traits suivants. Besoin d'accomplissement élevé, motivation à concevoir un projet, besoin de prendre des initiatives et d'être responsable, propension à prendre des risques, confiance, persévérance, apprentissage réalisé à partir des échecs.
Mais toute personne prédisposée, possédant ces qualités, ne devient pas forcément créateur. Dans nos cas, on constate que la motivation découle généralement de facteurs de discontinuité tels que chômage, cas bravo et multitravaux, insatisfaction quant aux conditions de travail, KGEXI, migration volontaire, identification d'une opportunité ou d'un besoin non comblé dans l'environnement, KSOSAM. Cette motivation doit être suffisamment forte pour que la personne soit prête à envisager un changement dans sa trajectoire de vie ou à élargir son portefeuille d'activités. En général, le choix de l'activité a un lien étroit avec l'expérience et la formation des créateurs. C'est le cas pour 3 des entreprises étudiées, SOSAM, GEXI, Multitravaux. Seule une fondatrice, Bravo, n'avait ni formation ni expérience, si bien que son choix s'est porté sur le commerce de bijoux et de pagnes. Cette continuité leur permet de posséder ne serait-ce qu'une connaissance sommaire du marché, ainsi que des produits ou services qui sont proposés. À l'origine de leur activité, il y a toujours un marché captif. Nous entendons par marché captif un segment de marché donnant une préférence ou une exclusivité de fait à un fournisseur. Par exemple, les premiers clients de Multitravaux sont issus du milieu associatif auquel il appartient. La fondatrice de GEXI a su exploiter aussi bien les relations de bon voisinage dans son quartier que celles qu'elle a tissées avec les différentes ambassades et ONG. Quant au créateur de SOSAM, il a su exploiter les relations antérieures nouées avec différents partenaires lorsqu'il travaillait dans l'atelier de soudure. Les sources de financement des activités proviennent essentiellement du crédit fournisseur ou de capital de proximité, famille, amis, parents, etc. À ce stade, le chef d'entreprise est le seul maître à bord. Souvent au four et au moulin, il s'occupe de la recherche des marchés, de la production ou de la fourniture de services, mais également des finances. Il est quelquefois aidé par des apprentis ou des membres de sa famille. Dans tous les cas, le personnel employé est rarement déclaré et payé à la tâche, soit en numéraire, soit en nature en fonction de l'évolution de l'activité. Les fonctions ne sont pas spécialisées, et la communication est essentiellement informelle. La coordination se fait par ajustement mutuel. Le fondateur a une attitude réactive face à la croissance. Son objectif essentiel est d'assurer sa propre survie, et l'entreprise lui permet d'avoir un revenu. Dans ces conditions, il peut arrêter, suspendre ou reprendre son activité sans grande difficulté. 2 des entreprises étudiées, Multitravaux et Bravo, ont connu une telle évolution. C'est le cas également de GEXI, avant son passage au formel. Seul SOSAM n'a pas connu de telle rupture. À ce stade, la fluctuation du chiffre d'affaires est très forte et dépend de l'obtention des marchés. Mais une faible croissance n'est pas exclue. Lorsque la croissance se poursuit, le dispositif mis en place connaît des limites. Avec l'accroissement de l'activité, le fondateur se retrouve submergé de travail. Il n'arrive plus à gérer son emploi du temps. Les rendez-vous ne sont plus respectés, les délais de livraison encore moins. Les fondateurs des 2 entreprises qui ont évolué vers le secteur formel, GEXI et SOSAM, reconnaissent avoir traversé cette période. Le dirigeant se trouve alors confronté à de nombreux paradoxes. D'abord, il a de plus en plus de mal à satisfaire une demande qui augmente. Ensuite, les tensions de trésorerie deviennent fréquentes alors que pourtant le chiffre d'affaires s'améliore. Les tâches administratives se multiplient et le dirigeant ne dispose plus de temps pour y faire face. À partir de ce moment, un changement de mentalité s'opère qui permet à l'entreprise de passer à une seconde phase. Deuxième phase, le décollage. Lors de la phase précédente, le fondateur a pris conscience des limites de la structure qu'il a mise en place et qui est devenue un frein à son activité. C'est à partir de ce moment que s'opère le changement de dimension organisationnelle. Le décollage marque ainsi la création formelle de l'entreprise, ce qui fait passer l'entrepreneur de porteur de projet à celui de gestionnaire au quotidien. Une fois la décision prise, elle ne sera plus remise en cause périodiquement, contrairement à la période précédente. En effet, alors que dans la première phase, l'objectif essentiel était d'assurer la survie de l'entrepreneur, dans la phase de décollage, il s'agit de maintenir coûte que coûte l'entreprise en vie. Ce qui distingue la phase de démarrage de la phase de décollage,
c'est la possibilité de tout arrêter au cours de la première phase sans formalité ni conséquences trop importantes. Alors qu'en phase de décollage, la décision d'arrêter suppose un processus de fermeture relativement complexe et coûteux. Quelquefois entreprise sous la contrainte, cette phase comporte plusieurs étapes. La formalisation de la structure. La première étape est celle de la formalisation de la structure. Elle correspond à plusieurs activités. La première est la création juridique de l'entreprise. Celle-ci se fait sous forme d'entreprise individuelle ou de société à responsabilité limitée. Les formalités qui rebutaient antérieurement ne constituent désormais plus un obstacle. Cette création juridique s'accompagne généralement de l'ouverture de comptes bancaires. 2 de nos entreprises, SOSAM et GEXI, sont parvenues à ce stade. La création officielle de l'entreprise et l'ouverture de comptes facilitent le dialogue avec les banquiers et permettent à l'entreprise de prétendre à des financements plus conséquents ou de résoudre à court terme les problèmes de trésorerie. Elles permettent également de remplir les conditions juridiques pour viser des marchés plus larges, notamment les marchés publics. Elles imposent enfin le respect de la réglementation. Les impôts et taxes doivent être payés. Les salaires et charges sociales également. La deuxième activité concerne l'acquisition des actifs nécessaires à la production. Il s'agit tout particulièrement de l'acquisition d'un local, soit pour stocker les marchandises, soit pour installer le matériel. Elle permet une plus grande visibilité des activités. Les équipements autorisent le passage d'une production jusque-là artisanale à une production industrielle, avec une amélioration de la qualité des produits et de la productivité. À ce niveau, apparaissent également certains problèmes. L'acquisition d'un local entraîne l'apparition de charges supplémentaires. Il faut payer le loyer, que l'activité marche ou non. Cette contrainte amène le fondateur à être plus strict dans sa gestion de trésorerie. Mais il doit aussi étoffer son effectif pour s'occuper soit de la vente, GEXI, soit de la production, SOSAM. Lorsque la croissance se poursuit, l'entreprise passe à une étape ultérieure. La délégation des tâches. Sur le plan de la gestion, l'accroissement des tâches administratives oblige le fondateur à embaucher du personnel ou à sous-traiter les opérations pour lesquelles il n'a pas de compétences. Le recrutement commence généralement par le personnel administratif. Le fondateur y est souvent contraint parce qu'il ne peut plus à la fois répondre au téléphone, nouer les contacts avec les clients et fournisseurs, accueillir les clients, établir les devis et factures et s'occuper en même temps de la production. La deuxième fonction indispensable à ce stade est la comptabilité. Dans un premier temps, cette fonction est sous-traitée par un cabinet comptable qui sert en même temps de conseil. Ce n'est que lorsque la fréquence des transactions est élevée, au sens de O. Williamson, 1975, que le recrutement d'un comptable a lieu. Quelquefois, le recours au cabinet comptable s'effectue bien avant. Et c'est sur ces conseils que toutes les mutations vont s'opérer. Transformation juridique, investissement, déclaration fiscale, montage de dossiers financiers, etc. À ce stade, les activités se limitent toujours à un seul domaine, mais leur volume impose un premier niveau de délégation qui conduit à la spécialisation des tâches traduites par une structure fonctionnelle. Mais l'organisation reste fondamentalement centralisée et hiérarchique. Le dirigeant propriétaire coordonne et supervise tout. L'ajustement mutuel rencontre des limites, mais la communication reste toujours informelle. Arrivé à ce stade, la croissance dans un seul domaine n'est plus un objectif prioritaire et l'entreprise cherche à diversifier les activités. La diversification des activités. La dernière étape de notre modèle est celle de la diversification. De nouvelles activités viennent s'ajouter à l'activité de base. Ici, les modèles de développement proposés dans la littérature sont réducteurs, car ils limitent le choix de la croissance de la petite entreprise à une évolution vers une moyenne voire grande entreprise. Churchill et Lewis, 1983. Notre étude indique qu'à ce stade, les entreprises empruntent d'autres voies que celles de la croissance en taille. Les fondateurs d'entreprises informelles n'ont pas toujours vocation à transformer leur entreprise en grande entreprise. Nos cas montrent plutôt que le dirigeant propriétaire, lorsqu'il parvient à réaliser un processus d'accumulation capitalistique, a plus tendance à investir le surplus dans d'autres unités qu'à développer la première.
Ils préfèrent la constitution d'une sorte d'hypogroupe à celle d'une entreprise plus grande. Plusieurs raisons conduisent à ce choix. Le souci de la discrétion, la diversification des risques ou encore l'étroitesse des marchés. 2 de nos entreprises sont arrivées à ce stade. SOSAM a, en plus de son activité d'entreprise de menuiserie, créé une école de formation en menuiserie. L'idée est venue naturellement au créateur, lorsqu'il n'arrivait plus à répondre aux multiples demandes de stage. L'école, située dans l'enceinte de l'entreprise de menuiserie, permet aux élèves d'utiliser les machines pour leur formation. Pour GEXI, les nouvelles activités n'ont aucun rapport avec l'activité de base. En se diversifiant dans l'électricité et le froid, il s'agit d'exploiter une opportunité et de trouver une occupation pour le frère qui vient de terminer ses études. La deuxième activité qui s'est ajoutée concerne l'assainissement. À ce stade, la délégation est réelle. Les différentes activités sont gérées de façon autonome, et le dirigeant devient à la fois coordonnateur et répartiteur de ressources. L'entreprise est devenue une constellation de petites entreprises. Conclusion. La recherche que nous avons menée au sein de 4 petites entreprises issues du secteur informel moderne nous a permis de confronter les modèles d'évolution proposés dans la littérature à des cas concrets. Compte tenu des limites de ces modèles, est apparue la nécessité de proposer un modèle spécifique à l'évolution des entreprises du secteur informel constitutif de notre échantillon. Le modèle proposé comporte 2 grandes phases, qui permettent de faire la distinction entre l'informel et le formel. La première phase correspond à celle de l'informel dans laquelle le comportement des entreprises se rapproche davantage du secteur informel traditionnel. La deuxième phase est celle du décollage, où des changements radicaux s'opèrent tant au niveau de la gestion qu'à celui de l'organisation de l'entreprise. Il ressort de la recherche que, contrairement au modèle d'évolution proposé dans la littérature, la croissance en taille n'est pas l'unique voie qui s'offre aux entreprises informelles. Certaines entreprises stagneront et resteront petites toute leur vie. Pour celles qui se développent, la croissance se fait plus par la création d'autres petites entreprises au détriment de la croissance interne ou externe. Cependant, compte tenu du caractère exploratoire de notre recherche et de la taille restreinte de notre terrain d'observation, nos résultats ne peuvent être considérés que comme provisoires et méritent d'être complétés par d'autres observations qui devraient permettre de confirmer ou d'infirmer le modèle, de l'affiner, etc. L'étude de la dynamo-queue du processus, notamment, mériterait d'être approfondie. Les caractéristiques sociales du dirigeant propriétaire, sa perception de l'environnement et du risque mais aussi les objectifs assignés à l'entreprise sont d'une importance capitale. De la même manière, il est indispensable de prendre en compte le système de gouvernance de la PME, conseillers, banquiers notamment. L'étude de l'évolution des entreprises du secteur informel présente ainsi plusieurs intérêts. D'un point de vue théorique, elle permet de mieux comprendre ce type d'entreprise largement ignoré par la littérature consacrée aux PME, en proposant un modèle dynamique d'évolution du stade informel, ce qu'on a appelé plus haut l'étape de démarrage, vers le stade du décollage, dont les principales caractéristiques sont la formalisation de la structure, la délégation des responsabilités et la diversification des activités. Sur le plan pratique, elle permet aux dirigeants de ces entreprises d'avoir des repères pour le développement de leur entreprise. Le modèle peut en effet constituer une grille de référence simple qui propose aux entrepreneurs un cheminement structuré. Elle permet aussi de rendre plus efficaces les aides et les appuis à ces entreprises. En effet, les politiques et programmes d'aide à la création et au développement des entreprises, en plus de tenir compte des secteurs d'activité et des types d'entreprises, pourraient s'appliquer plus spécifiquement à une phase de développement qu'à une autre. 2. Croyances et pratiques magico-religieuses dans les milieux d'affaires à Kinshasa. Sylvie Ayimpam. Introduction. Cette contribution propose d'interroger les rapports entre gestion des affaires, sorcellerie et religion. À partir d'une approche anthropologique de quelques situations d'entrepreneurs rencontrées à Kinshasa, je voudrais discuter la question de la prégnance et de la résurgence des croyances et pratiques magico-religieuses dans les milieux d'affaires. Ce fait s'observe aussi bien chez les petits producteurs et distributeurs urbains
que chez les entrepreneurs semblant se rapprocher de la représentation idéale typique du décideur à la recherche de l'efficacité optimale. La délicate question de la sorcellerie et de ses rapports à la gestion des affaires, très peu abordée dans les recherches, a été remarquablement analysée dans les travaux de R. de Vosges, 1977, de Tetzaka et M. Milandou, 1994 pour le Congo-Brazzaville, et de Camdem, 2002 pour le Cameroun. Tout en me situant dans le prolongement de leurs réflexions sur l'instrumentalisation des croyances et pratiques magico-religieuses en vue de la réussite, j'aimerais approfondir une de leurs lignes d'analyse. Je souhaite examiner de près la relation en forme de contrainte que la gestion des affaires semble entretenir avec la crainte des représailles sorcières et avec le recours aux magico-religieux. Je voudrais suggérer que chez les entrepreneurs, le recours aux religieux en général s'inscrit dans la même logique que le recours à la magie, car l'un et l'autre sont fondés sur la croyance que des forces invisibles peuvent influencer leur vie et leurs affaires. L'influence de ces forces invisibles serait à la base de la fortune et de l'infortune des gens. Ainsi, la logique économique de l'entreprise et celle de l'entrepreneur subiraient non seulement l'influence de l'environnement social mais aussi celle du surréel. Dans les lignes qui suivent, je présenterai tout d'abord quelques cas basés sur des récits rendant compte des faits de sorcellerie dans les milieux d'affaires ainsi que du recours aux pratiques magico-religieuses, première partie. Ensuite, après avoir fait quelques observations sur l'interprétation de l'infortune et de la fortune, j'axerai la discussion de ces cas sur l'ambivalence du rapport que les milieux d'affaires semblent entretenir avec les forces invisibles, deuxième partie. Je m'intéresserai enfin à l'influence que l'environnement socioculturel exerce sur ce rapport entre le fait d'entreprendre et les forces invisibles, troisième partie. Présentation des cas. L'esclave révolté. Marthe est une grande femme d'affaires d'une 60aine d'années. Elle est dans le commerce de wax et autres tissus imprimés au marché central de Kinshasa. S'approvisionnant au Togo, en Hollande et en Belgique, elle a été, à l'âge d'or de ce commerce, années 80, un des principaux fournisseurs des commerçantes du marché. Elle a développé parallèlement un commerce de bijoux en or et pierres précieuses, qu'elle se procurait en Belgique, puis au Moyen-Orient. Durant la décennie 90, elle s'est tournée vers le Nigeria pour s'approvisionner en sandales, sacs à main, chaussures et produits de beauté divers. Elle dispose de plusieurs étals au marché central où des proches ou des parents s'occupent de la vente. Elle a 2 nganda, bar-restaurant populaire, et une ferme dans la périphérie de la ville. Elle se spécialise aussi depuis quelques années dans l'importation des produits électroménagers et alimentaires en provenance du sud-est asiatique, qu'elle fournit aux magasins tenus par des négociants maliens et pakistanais aux alentours du marché central, et à ses propres magasins. Bref, les affaires de Marthe sont et ont toujours été très florissantes. Elle dispose d'un important réseau de relations socio-économiques. À travers les années, elle a initié de nombreuses personnes au commerce, dont Claire, sœur cadette d'une de ses amies d'enfance. En 1990, Claire, répudiée par son mari, s'était retrouvée sans aucune ressource, avec 3 enfants à charge. Marthe proposa de lui venir en aide, en lui confiant la gestion d'un de ses étals de vente de wax au marché central. Satisfaite de la gestion de Claire et vu que ses affaires prenaient de plus en plus d'ampleur, elle décida de lui confier de plus grandes responsabilités. Elle l'emmena avec elle, lors de ses voyages à l'étranger, la présenta à ses fournisseurs et correspondants. Élève assidue, Claire apprit patiemment à l'ombre de Marthe les rudiments et les rouages du métier. Après cela, Marthe lui délégua complètement l'approvisionnement des marchandises du Moyen-Orient. Claire en profita pour développer parallèlement son propre commerce de bijoux en or et des tissus imprimés. Au bout de quelques années, elle voulut s'affranchir complètement de la tutelle de Marthe pour s'occuper exclusivement de son propre commerce. Marthe ne montra pas de désapprobation face à la décision de Claire, mais exprima tout au plus des regrets d'être séparée d'une aussi bonne collaboratrice. Elle lui fit même don d'une somme d'argent pour renforcer son capital de départ. Pendant les 6 premiers mois, le commerce de Claire fut très florissant. Puis brusquement, la clientèle se fit rare. On ne venait plus acheter chez Claire et malgré tous ses efforts, elle eut de plus en plus de mal à faire face à ses créanciers. Pour ne rien arranger, ses bijoux et ses dollars se mirent à disparaître de manière bizarre. Enfin,
Pour couronner le tout, elle finit par avoir des problèmes de santé, des maux de tête lancinants qu'aucun remède n'arrivait à calmer, aucune analyse médicale n'arrivant à en déceler l'origine. Sa mère lui suggéra de venir avec elle dans son église et de soumettre le cas à son pasteur. Le pasteur lui fit des révélations très troublantes. Il lui révéla que Marthe était à la base de sa maladie et de tous ses problèmes en affaires. Très mécontente de son départ, la trouvant ingrate, elle a voulu la punir en l'ensorcelant. Marthe avait, selon le pasteur, une force redoutable, et elle était bien décidée à la remettre sous son ombre. Claire devrait donc s'attendre à de nouveaux assauts. Lors d'un entretien, Claire me confiait: cette femme, Marthe, est une grande sorcière. Tout son succès est dû à sa sorcellerie. Elle a sacrifié beaucoup de gens dans sa famille et dans son entourage. Moi, j'ai fait 3 fausses couches quand j'étais chez elle, c'est elle qui mangeait tous mes bébés. Dans le deuxième monde, elle m'utilisait comme son esclave, a dit le pasteur. C'est pour cela qu'elle n'a pas supporté que je m'en aille. Elle m'avait aidé, non par charité, mais parce qu'elle a vu que j'avais beaucoup de chance, et elle a utilisé ma chance pour faire prospérer ses affaires. On l'a dit généreuse, mais c'est une calculatrice. D'ailleurs, tout le monde la soupçonne depuis toujours d'être sorcière. Moi, je n'y croyais pas, elle était si bonne avec moi. Au marché, tous les clients ne venaient acheter que chez nous, alors que nous avions les mêmes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.